Bonjour à toutes et à tous pour ce premier midi qui est aussi la première initiative de l'IREMO cette année. C'est notre rentrée. Je vois que vous n'avez pas pris les sacs à dos pour la rentrée des classes, mais bon, c'est la rentrée des classes. L'IREMO se porte très bien. On a essayé, à défaut de pouvoir pousser les murs, comme vous voyez, on a enlevé les bibliothèques, ce qui nous permet d'avoir plus de place pour chacun d'entre vous. On ne renonce pas à pousser les murs, mais pour l'instant, on en est là. Il y a beaucoup de choses à regarder sur le site de l'IREMO. Vous verrez d'initiatives nouvelles, et en particulier la création, à l'initiative de Jean-Paul Chagnolo, notre président, d'un magistère qui va permettre d'encadrer toute une série d'activités de formation dans un cadre qui est destiné à s'insérer dans la formation continue à terme. Pour l'instant, on est dans les premières démarches de lancement. Aujourd'hui, donc, presque 17 ans après le début de la guerre d'Afghanistan, la dernière en date, il y en a eu d'autres, oui, 17 ans, mais oui, 17 ans à quelques jours près, hein, c'était dans les premiers jours d'octobre. Ouais, 4 octobre. Nous avons des attentats, des attaques qui se multiplient, y compris à Kaboul et dans les principales villes du pays. Et pourtant, comme vous le savez, pendant ces 17 ans, il y a eu, sur une partie de cette période, un très fort corps expéditionnaire qui était censé ramener l'ordre et la paix sur place. Ce corps expéditionnaire a compté jusqu'à 150 000 hommes, dont presque 100 000 Américains. Oui. Et le conflit aurait fait, bon, les chiffres varient évidemment d'une source à l'autre, mais au bas mot 5 000 morts parmi les soldats occidentaux et 20 000, 30 000, plus peut-être, parmi les civils afghans. Et d'ailleurs, j'allais dire la police, on entend, voilà. La police et l'armée afghane perdent plusieurs milliers d'hommes chaque année. Oui. Donc rien n'y a fait, ni les troupes occidentales, ni les supplétifs afghans qui étaient censés les relayer, ni les quelques 850 milliards de dollars dépensés par Washington, ni les horreurs commises qui font, vous l'avez vu hier, que Donald Trump s'en est pris, non pas à ceux qui avaient commis des horreurs, mais à la Cour pénale internationale qui voulait s'en mêler. Bref, rien n'y a fait, et le pouvoir qui a été imposé à Kaboul en décembre 2001, hein, déjà, Oui. c'est très loin, n'a jamais réussi à contrôler le pays. Même pas à sécuriser Kaboul face à une guérilla qui est de plus en plus audacieuse. Alors d'où vient cette faillite? Comment elle s'inscrit dans une longue histoire de guerre civile et d'intervention étrangère? Qui compose et que représente aujourd'hui cette opposition armée? Quel rôle joue la situation au Pakistan voisin, et notamment les zones dites tribales? Bref, voilà beaucoup de questions qui se posent et que nous avons le plaisir de pouvoir poser à Georges Lefebvre, qui est consultant, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'arc de crise Afghanistan, Pakistan, Inde. Les habitués ou ceux qui font semblant de l'être disent AFPAC. AFPAC, oui. AFPAC, voilà. Notre invité est anthropologue, il est linguiste. Il a aussi été attaché politique auprès de la délégation européenne au Pakistan de 2002 à 2009. Et il a produit de très nombreuses analyses pour l'Union européenne sur les différents facteurs d'instabilité régionale et plus particulièrement sur les insurrections frontalières pashtunes entre Pakistan et Afghanistan et la sociologie des réseaux terroristes et des idéologies exogènes, évidemment, qui les irriguent. Alors, notre ami connaît la règle du jeu, qui vous est connue à vous aussi, en tout cas la plupart d'entre vous, encore je vois des visages qui peut-être ne les connaissent pas. Donc la règle du jeu, c'est simplement que Georges Lefebvre aura 30, 35 ou plus 40 minutes
pour nous présenter sa vision de la guerre d'Afghanistan, telle qu'elle est aujourd'hui, qu'elle apparaît dans son bilan. Et puis ensuite, ce sera à votre tour. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voudrez, formuler des appréciations, contester, approuver ses analyses. Bref, vous aurez toute liberté, comme toujours ici, à l'IREMO, pour vous exprimer. Je lui passe sans plus attendre la parole pour donc 35-40 minutes maximum. Oui, maximum, maximum. Merci Dominique. Bon, je me mets debout pour tous vous voir, et puis vous allez me permettre une chose, je vois que certains l'ont fait déjà. J'arrive de Bretagne, où il y a une petite brise de mer qui rend la chaleur très agréable, donc je vais poser ma veste. Voilà. J'ai chaud à Paris. Il faut que je reprenne l'habitude de Paris. Voilà. Donc, oui, quand on m'a invité avec ce titre « Bilan d'une faillite », on va assez rapidement aller quand même sur la période d'aujourd'hui, savoir quelle est la situation et quelles sont peut-être les solutions pour demain. Mais je crois que bilan d'une faillite, ça demande un petit peu de revoir des questions de méthode. Pourquoi la faillite? La première question toute simple. Il y a bien sûr des raisons tactiques, politiques, stratégiques, etc. Et Dominique Vidal nous a donné les chiffres qui sont effarants, 850 milliards dans l'effort de guerre de la part des Américains, mais si on compte la totalité de la coalition, ils sont quand même 38 pays, on arrive au milliard et demi. Milliard et demi de dollars pendant 17 ans pour le résultat d'aujourd'hui. Et comme on va en parler tout à l'heure, je vous donne un peu l'alpha et l'oméga. Je reviens du Pakistan, j'étais en avril et mai au Pakistan et j'y retourne en octobre-novembre. Du côté de la frontière, de ces deux pays un peu arc-boutés l'un contre l'autre depuis la création du Pakistan, il y a un très grand désarroi côté afghan, côté pakistanais, des deux côtés. Donc si on revient un petit peu loin en arrière, je voudrais parler un petit peu de questions de méthode. Pourquoi, au fond, cette faillite? Eh bien, on parle souvent de tectonique des plaques, sans très bien savoir ce que ça veut dire. On parle aussi de révolution copernicienne, tout bout de champ, sans très bien savoir ce que ça veut dire. Révolution copernicienne étant évidemment un changement radical dans les paradigmes, dans les approches, mais on oublie que c'est un changement de méthode. À partir de Copernic, même si du point de vue, retenez bien ce mot, point de vue, même si du point de vue des habitants de la Terre, donc nous, les terriens, si de ce point de vue-là, nous voyons le Soleil qui tourne autour de la Terre, ce n'est pas suffisant pour en faire une vérité. Et d'un autre point de vue, on verra que c'est bien le Soleil, c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc retenez ce point de vue qui peut nous tromper. Ensuite, méthode. Comment Copernic, Galilée, etc. en sont venus à affirmer que c'était bien le Soleil, la Terre qui tournait autour du Soleil et non pas l'inverse. Ils n'avaient pas encore les moyens d'optique véritablement, ou les reculs d'envoyer des satellites ou je ne sais quoi dans l'espace pour avoir un autre point de vue. Ils ont donc affirmé l'héliocentrisme parce que c'était la seule manière cohérente d'expliquer le mouvement des planètes. On observe des planètes, ça, Aristarque de Samos, c'est déjà très vieux, c'était un grec de, je ne sais plus, 300 ou 400 avant Jésus-Christ. Aristarque de Samos avait déjà observé qu'on voit des astres qui avancent et qui reculent, qui avancent et qui reculent. Alors, il avait imaginé l'idée que ces astres-là, peut-être, faisaient un mouvement comme ça. Donc, un coup on le voit là, un coup on le voit là. Vu d'ici, un coup le voilà, un coup le voilà. Et puis, plus on découvre de nouvelles planètes, plus il faut trouver une explication spécifique de la planète ou de l'étoile pour justifier de son mouvement. Et la seule manière cohérente d'expliquer le mouvement de toutes les planètes, malgré les aberrations de la perception, eh bien, c'était de dire que le Soleil était le centre du monde. Donc, voilà, du point de vue qui est le nôtre, on peut se tromper, mais surtout la méthode pour découvrir une autre vérité scientifique, c'est rechercher les cohérences logiques des fonctionnements des planètes ou du fonctionnement des sociétés humaines. Aussi bien. Donc on pourrait ramasser ça en disant « je suis le centre du monde tel que je le perçois ». Moi je préfère un soleil levant, poétiquement,
À vous qui préférez peut-être un soleil couchant. Vous avez le droit. Vous êtes le centre de votre poésie. Mais c'est toujours le même soleil dont on parle, qu'il soit levant ou couchant, et on le voit différemment. Donc je suis le centre du monde tel que je le perçois. Je ne suis pas le centre de l'intelligibilité du monde. Et les cohérences que je dois rechercher pour comprendre le monde, elles étaient là avant que je sois là pour les observer. Elles seront là après que je serai mort pour continuer à les observer, ce qui nous conduit à une très grande humilité. Alors je dois dire que depuis l'origine de ce conflit, mais d'autres ont eu la même question, nous jugeons, nous les Européens, les Américains, enfin ce qu'on appelle en gros la société occidentale, nous jugeons de notre point de vue. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont difficiles à admettre, le sort des femmes par exemple, le voile des femmes dans les rues, etc. Donc on va s'offusquer, disons, voilà, on a libéré Kaboul, il faut dévoiler les femmes, etc. Mais attendez, la projection de nos valeurs ne va pas vous donner sur l'écran la réalité du pays dans lequel vous êtes. C'est ce qu'on appelle de l'ethnocentrisme. On juge le reste du monde par rapport à nos propres références. Et alors, ça devient un galimatia, ça devient un truc incroyable à comprendre, aussi difficile que le mouvement des planètes à l'époque de Aristarque de Samos, où chaque planète devait avoir sa propre explication de mouvement. Et tout ça, on arrive à quoi? Eh bien, on arrive à ce schéma qui est extraordinaire, qui a été produit il y a longtemps, en 2010, par l'OTAN, si j'ai bonne mémoire, où les Américains ont essayé d'expliquer, de résumer le conflit afghan. Alors tout est interactif, évidemment, je ne vais pas vous donner le détail, vous pouvez regarder, alors vous avez les forces tribales, les forces militaires, les machins, là vous avez du gaz, tout est interagi. Et le général McChrystal, américain, qui dirigeait les forces de l'OTAN à l'époque, avait eu cette phrase mémorable, il dit « Bon, vous cassez pas la tête, le temps que l'on comprenne cette diapo, je pense que la guerre sera terminée ou l'humanité sera finie. » Voilà. Voilà à quoi on arrive quand on ne cherche pas à comprendre la cohérence de systèmes humains, sociologiques, anthropologiques qui ne sont pas forcément les nôtres et qui peuvent mieux expliquer pourquoi une guerre ne se termine jamais. Alors, il va falloir que j'aille vite, bien sûr, en 30 minutes, mais... Attendez, comment on tourne? Ah oui, c'est là qu'il faut que... Voilà. Alors, voilà, partons d'une carte extrêmement simple, que tout le monde connaît, vous voyez bien, où est l'Afghanistan? Alors, pour faire très vite, avant de focaliser sur la question des tribus, l'Afghanistan, c'est que Afghan, c'est un colibé en fait. Afghan, c'est un mot probablement d'origine du vieil arménien qui veut dire le rustre des montagnes, en gros le plouk. Comme moi le breton, le mot plouk vient de Bretagne, vous savez, tous les bleds s'appellent Ploumanac, Ploubalanek, etc., qui sont ces plouks qui arrivent à Montparnasse. Donc, Afghan, ça veut dire un peu... c'est très important. Pardon? Ah, Ploubalanek, c'est à côté de chez toi, oui, c'est à côté de chez toi, oui, bien sûr. Et Ploua, c'est à côté de chez moi. Vous avez deux bretons, là, c'est vraiment... Alors, Afghan, ça veut dire les rustres montagnards, en gros, ça désignait les Pashtuns. On verra après où ils se situent. Et ce peuple-là, qui est un peuple qui n'a pas de territoire au sens d'État-nation, se retrouve évidemment, mais dès le XVIe siècle, entre trois grandes plaques tectoniques, et là, utilisons ce mot pour sa vraie valeur, la dérive des continents. Comme, si vous voulez, le continent indien au niveau géophysique était quelque part dans le sud maritime, mais la collision des deux plaques indiennes et eurasiennes ont fait cette espèce de soulèvement qu'on appelle l'Himalaya. Alors au niveau géopolitique, c'est un petit peu la même chose. Voilà. Ah non, là je pointe ici, là. Alors, disons au XVIe siècle, pour faire simple, hein, vous avez ici le grand empire indien, le Pakistan n'existe pas, qui est l'empire des grands Moghols. Vous avez ici l'empire perse safavide, et au nord, vous avez le Khanat de Boukhara, vous avez le Tatarstan, comme on disait, enfin, vous avez l'Asie centrale, plutôt turque. Ici, persane, ici, bien sûr, majoritairement hindou. Ces trois empires, par définition, un empire n'a pas de frontières, contrairement à un État-nation. Les empires s'étendent au fur et à mesure de leur conquête et se rétrécissent au fur et à mesure de leur défaite, exactement comme Napoléon à Moscou, ou comme Alexandre le Grand ou autre. Donc ces trois empires qui convergent les uns vers les autres
c'est le même exemple qu'en géophysique, lorsque le continent indien se télescope avec ce qui est aujourd'hui la Chine, ça crée un soulèvement de la croûte terrestre qui fait l'Himalaya. Eh bien, je vais prendre l'analogie. Lorsque ces trois empires, des grands Mongols, des Chabanides, donc les gens du Nord, les Ouzbeks, et les Safavides convergent les uns vers les autres, il y a une population ici qui n'a pas de territoire, la population afghane, elle est asphyxiée, elle n'a plus d'espace vital, elle se soulève, elle repousse les Iraniens jusqu'à Isfahan, elle repousse les Indiens jusque Delhi, ici, où ils vont d'ailleurs découvrir le Koh-i-Noor, le fameux diamant qui est sur le couronne d'Angleterre. Et ils vont créer l'Afghanistan, qui se trouve dans toute la zone Pashtun, et un petit peu ailleurs, dans le nord, parce que il y a aussi des copains qui étaient ouzbeks, qui étaient turkmènes, qui étaient tadjiks, qui ne voulaient pas de cette domination, etc. Voilà. Voilà. L'Afghanistan se crée comme ça en 1747. Bon, tout pouvait s'arrêter là, sauf que ensuite, après les empires médiévaux dont je viens de vous parler, viennent les empires coloniaux. Et là, ben, c'est évidemment l'Empire britannique qui est ici, on est au XIXe siècle, et l'Empire russe qui est là. Et l'Afghanistan se retrouve au centre de ce que les Britanniques appelaient le grand jeu. Mais le grand jeu, vous voyez, il a commencé à l'époque Moghol. Les Afghans sont toujours sur la zone de compression des empires. Et la guerre qu'on appelle anglo-afghane, les guerres anglo-afghanes du XIXe siècle, et début du XXe sont en réalité des guerres parce que les Britanniques veulent contrôler l'Afghanistan pour empêcher l'expansion de l'Empire russe vers ses frontières à lui. Et ça, on le paye encore aujourd'hui. Et pour faire très court, puisqu'on va arriver là-dessus tout à l'heure, on reproche beaucoup aux Pakistanais d'avoir un rôle tout à fait ambigu dans leur soutien des talibans. Les Pakistanais d'aujourd'hui ne font pas autre chose que ce que faisaient les Britanniques. Les Pakistanais n'ont aucune envie de coloniser l'Afghanistan, et les Anglais n'y arrivaient pas. C'est simplement au moins contrôler l'Afghanistan pour éviter, comme il y a des populations pashtunes des deux côtés, que le Pakistan soit lui-même écorché en perdant des territoires dans cette guerre. Donc ça, c'est le 19e siècle, c'est la guerre des empires, mais c'est encore des plaques tectoniques qui se déplacent et qui convergent vers le même centre qui est l'Afghanistan. Voilà, puis ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, dès 1947, les Britanniques quittent leur grand empire en laissant derrière eux une situation impossible à gérer, qui n'est toujours pas gérée. On va y revenir. Mais bon, grosso modo, l'Afghanistan a des frontières, le Pakistan a des frontières pas tout à fait, parce que sur le Cachemire, il n'en a pas, avec l'Inde, parce que la ligne du Rang n'est pas reconnue par l'Afghanistan. Enfin bon, bon an, mal an, il se passe quelque temps à peu près, avec des très gros affrontements. Hein, on y reviendra aussi, entre le président Daoud et le premier ministre Zulfikar Ali Bhutto, sur les questions pashtunes, il y a des très gros affrontements. Enfin, il n'y a pas d'éclatement de guerre, véritablement. Voilà. Et puis, jusqu'à ce qu'en 1979, les Soviétiques arrivent ici, à Kaboul. 30 000 hommes d'abord, et ensuite ils ont été comme les Américains. Ils n'ont jamais été 150 000, mais je crois 90, 100 000, 110 000, 120 000 peut-être. Donc c'est l'invasion soviétique, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici en 30 minutes. Mais si ça vous intéresse, je pourrais répondre à ces questions-là. Et à ce moment-là, nous sommes en pleine guerre froide. Donc il n'est pas question de faire ce qu'on a fait plus tard, envoyer des troupes de l'OTAN, des Américains, 38 pays de la coalition, les pays de l'OTAN plus la coalition, pour faire pièce aux Soviétiques et les obliger à rentrer chez eux. Donc à ce moment-là, on va financer et soutenir, évidemment, par l'armement, par tout ça, on va soutenir ceux qu'on a appelés les Moudjahidines, qui étaient la plupart du temps donc réfugiés justement au Pakistan, pour faire pièce aux Soviétiques et les obliger, 10 ans plus tard, en 89, à s'en aller. Mais, vous voyez que là encore, l'Afghanistan est au centre de l'affrontement de deux empires. Ce n'est pas des empires au sens propre du terme, mais dans la symbolique, les deux empires, c'était donc la période des deux blocs. Le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Les deux grands empires, quand même, qui se partagent le monde, se sont affrontés sur le territoire de l'Afghanistan. Voilà. Alors, voilà, ça c'est la vue générale. Vous voyez les trois moments. Alors, tout se passe. On va aller ailleurs. Ça c'est plus. Ouais. Voilà.
Si on fait un zoom maintenant sur la zone Afghanistan-Pakistan, je montre très très souvent cette carte-là, vous voyez que les divisions de frontières qui sont l'héritage de l'époque britannique divisent en deux, en trois même les Baloutches ici, les Pendjabis ici, mais là, pour ce qui nous concerne, les Pashtuns, ici, tout en vert les Pashtuns. N'oubliez pas qu'Afghanistan, étymologiquement, c'est le pays des Pashtuns. Je regrette, c'est un grand regret de ma part, mais l'anthropologue n'a pas d'état d'âme à avoir, je vous ai dit, hein, on n'est pas, je ne vais pas vous exprimer ma sensibilité, j'ai essayé de vous expliquer. Donc c'est les Hazaras, les Turkmènes, les Tadjiks qui composent le reste de la population en ont un peu marre de cette domination pashtoune depuis des siècles. Il se trouve que c'est une réalité puisque le pays a toujours été dirigé, au moins le chef d'État a toujours été un pashtoun, y compris aujourd'hui, y compris Karzai, y compris les trois présidents communistes, y compris bien sûr la dynastie royale de 1747 à 1973 avec Zahir Shah. Et encore, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que dans la tribu Pashtun, c'est toujours la même lignée d'Ourani qui a régné jusqu'à la fin de la royauté, au détriment de la grande lignée Khilzai, qui s'est forcément trouvée dans l'opposition, et qui a été soit du côté des communistes, donc les trois dirigeants communistes de 1978 à 1992, étaient des Khilzai. Et puis, donc, l'opposition Pashtun, les Khilzai, sont soit des communistes, soit, il faut bien le dire, des gens qui militent dans des groupements islamiques. Les deux grandes forces d'opposition au Dourani, c'était les communistes et les mouvements de jeunes étudiants à l'époque, comme Hekmatyar, etc. Bon. Donc, voilà. Donc, on peut regretter, bien sûr, pour les Hazaras qui sont là, les Ouzbeks qui sont là, les Turkmènes qui sont là, les Tadjiks qui sont ici, cette grande prédominance des Pashtuns au niveau démographique et au niveau du pouvoir. Mais ce que la carte ne montre pas, c'est qu'il y a un paradoxe incroyable, c'est que si aujourd'hui, on n'a pas les chiffres exacts, il n'y a pas de recensement, mais si aujourd'hui 15 millions de Pashtuns qui habitent du côté afghan représentent presque la moitié de la population de l'Afghanistan, 15 millions seulement, le côté pakistanais est beaucoup peuplé, beaucoup plus peuplé, et vous pouvez dire que les 30 à 40 millions de Pashtuns qui habitent côté pakistanais, c'est-à-dire plus du double, vous imaginez, plus du double de Pashtuns habitent côté pakistanais, mais ne représentent que 15% de la population. Que 15%. Et la moitié moins de Pashtuns qui font 50% ou 42, 46, comme vous voulez, de la population afghane, se retrouvent, les moins nombreux sont dans le pays qui porte le nom d'Afghanistan, ce qui a alimenté toujours d'énormes frustrations. Et donc, vous ne serez pas étonnés, donc je voulais en venir à ça assez vite, puisqu'on n'a pas... Attendez, il faut que je revienne en arrière, je pense. Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça que... Oui, oui. Bon, alors, je vais revenir en arrière. C'est un peu long, je suis désolé. Ah oui, c'est marrant, il me manque une carte, et vraiment celle qui est la plus importante. C'est parce que je suis sur Mac, et puis là, je pense que là, ils ne veulent pas... Ah, voilà. Bon, sinon, j'aurais travaillé avec celle-ci, hein, celle de l'OTAN, mais qui est un petit peu vieille. Bon, cette carte-là, certains qui me connaissent vont se dire, bon, le feu, il n'arrête pas de montrer cette carte, il nous embête avec cette carte, à part que je la mets à jour quand même. Ce que je viens de vous dire, si vous considérez, c'est très schématique, c'est moi qui l'ai fait avec Word, hein, je ne suis pas cartographe, hein, mais si vous reconnaissez avec mon pointeur ici la ligne du rang, ce que je viens de vous expliquer... 15 millions de Pashtuns ici, 30 ou 40 ici. La guerre contre les soviétiques a fait que les mouvements de résistance se sont réfugiés côté pakistanais, à partir d'où on a aidé les moudjahidines à mettre les soviétiques dehors. Il se trouve que de chaque côté de la ligne du rang, il y a des continuums de population, les voilà, qui font que cette ligne, elle est totalement virtuelle. Et je lisais dans une note qui avait été faite récemment à propos de l'État islamique en Afpak, quelqu'un qui ne connaît pas très bien la région, donc je ne vais pas le citer, qui disait « Ouais, mais ça va poser des problèmes parce que vous avez des chefs
étrangers, mettons pakistanais, qui sont chefs en Afghanistan, donc un chef étranger n'est jamais très bien considéré. Bilvesé, si vous prenez la zone que je n'ai pas notée ici de Jalalabad en rouge, il faudra que j'ajoute, où se trouve essentiellement l'État islamique, le sud de Jalalabad, le district de Achin, ce sont des Chinoiris, et les Chinoiris, vous les trouvez aussi à Peshawar, à Badjaou, vous les trouvez partout. Bon, si vous prenez ici ce nœud qui est absolument incroyable, qui est le fief de celui qu'on appelle Haqqani, qui vient de mourir il y a peu de temps, mais le fils est devenu le numéro 2 des talibans, le fameux réseau Haqqani. Lui, il est de Khost Haqqani, Jalaluddin Haqqani, mais il a établi son fief sur tout le Waziristan pakistanais, dans les villes de Miramshah, etc. et tout. Pourquoi? Parce que c'est un Zadran. Tribu Zadran, il y en a des deux côtés. Et si vous prenez l'ensemble des tribus Waziri, qui sont tous Waziri, les subdivisions, ce sont les tribus, je mets le curseur ici à Wana, qui sont des Ahmadzai, d'accord? Vous avez les Messoud qui sont là, patrons du TTP, vous avez les Outmanzai qui sont là, les Adran qui sont là, qui sont à Rose, et ils sont des deux côtés. Ahmadzai, ils sont là. Je vous ferai remarquer que le président afghan d'aujourd'hui s'appelle Ashraf Khan Ahmadzai, et lui, originaire du Paktika ou du Paktia, je ne sais plus trop. Les Ahmadzai sont là aussi. Bon. Je vous ferai remarquer d'ailleurs qu'Ashraf Khan se faisait appeler Ahmadzai quand il était candidat, pour inciter les gens de son coin à voter pour lui, puisque ce sont des zones rebelles qui ne votaient pas. Quand il est devenu président, il s'est abstenu d'ajouter Ahmadzai. Il a raison, parce qu'il est président officiellement de tous les Afghans. Voilà. Donc vous avez des continuums comme ça. Ici, je dirais la même chose avec les tribus Nurzai, qui sont des tribus de Rouzgan, de Helmand, etc., et qu'on retrouve à Quetta, qu'on retrouve à Chaman, qu'on retrouve à Spinboldak, etc. Vous avez ces continuums-là. Et ces continuums-là, donc, d'abord, vous n'êtes pas un étranger, vous pouvez être un adversaire. Dans la même tribu, on peut avoir des adversaires, parce qu'il y a des adversaires pour les héritages, l'héritage du pouvoir, l'héritage des terres aussi. Et dans la langue pashtoun, c'est tout à fait intéressant de le noter, Tarbor en pashtoun, ça veut dire le cousin, et ça veut dire l'adversaire, ou, je dirais, l'ennemi potentiel. Tarbor veut dire cousin, et bon, ça c'est... Voilà. Donc vous pouvez avoir des luttes pour le pouvoir, il y en a eu entre les Adran, mais globalement c'est comme Astérix, vous avez le poissonnier qui se casse la figure avec le forgeron, mais si les Romains arrivent, ils sont tous unis, c'est exactement ce qui se passe. Voilà. Et ces gens-là, qui ont été, je ne peux pas être trop long, mais qui ont été quand même, si, je vais vous le dire, wahhabisés, ça vaut le coup quand même. Regardez un peu cette photo extraordinaire, à mon avis. Voilà. Vous lisez tous l'anglais, je pense. C'est un article que j'ai récupéré dans les archives du New York Times du 23 février 1872, avant que la ligne du Rang ne soit établie. Mais où il y avait une confrontation entre l'émirat afghan de Abdulrahman et bien sûr les Britanniques. Et si on traduit ça rapidement, on nous dit qu'en juin-juillet 1870, une circulaire a été distribuée, qu'on appelait Durshudnama, ce qui veut dire une note of warning, qui émanait de la Mecque, from Mecca, et était le manifeste des, on cite, les seuls vrais disciples du prophète, une secte réformée qui est apparue en Arabie 120 years ago, oui bien sûr, c'était au XVIIIe siècle, hein, sous la férule de Abdel Wahhab, on parle du wahhabisme, voilà. Et qui était jusque-là, nanana, etc., connu sous le nom des wahhabis. Or, sur le nord-ouest frontière de l'Inde, entre the British Indian Territory et le pays des Afghans, c'est pas un État, British Indian Territory and the country of the Afghans, il existe ce que un journal Pall Mall appelle un nid de fanatiques, d'une conspiration fanatique, et à partir de là, une propagande bigote de wahhabisme a été disséminée parmi les 30 millions, déjà, 30 millions de Mahométans sujets de la couronne d'Angleterre, et en insistant, etc., qu'il était sinful, donc un grave péché, que de faire allégeance au kafir, etc., etc. Et la note termine, n'est pas terminée, hein. Ils ont fait une considérable impression, même sur les plus dociles des Mahométans indiens. Bon, vous êtes tous des gens qui connaissaient un peu la situation, 1870, eh bien je vous rappellerai que 1986, pour les mêmes raisons, c'est là que Ben Laden s'installe, à Djadji.
le groupe wahhabite venu d'Arabie Saoudite, qu'on a appelé Al-Qaïda, établit sa base d'abord là, à Djadji précisément, Djadji se trouvant ici. Voilà. Et moi, j'avais rencontré, c'est très important pour la suite, Abdallah Azzam, qui avant Al-Zawahiri, Abdallah Azzam était le théologien de Ben Laden, j'avais rencontré à Peshawar et il m'avait dit, on ne reconnaît pas les États-nations qui sont des inventions de l'Occident qu'on nous a laissées en héritage colonial, la Oumma étant indivisible, partout où il y a une fragilité de frontière, on pètera la frontière pour créer le califat, me disait-il déjà en 89, quand j'ai rencontré en octobre 89, quelques semaines avant qu'il soit tué dans l'explosion de sa voiture. Voilà. Donc, 1870, 1986, pour les mêmes raisons, il y a une fragilité entre deux États. La ligne Durand n'a jamais été reconnue par l'Afghanistan, qui a toujours rêvé, au fond, de récupérer cette zone Pashtun pour faire un grand Pashtunistan. Et ça, c'est véritablement la situation de l'anthropologie locale dont on n'a jamais tenu compte. Et si je reviens, évidemment, sur cette carte-là, les insurrections viennent de là. C'est donc bien là qu'il va falloir trouver le remède. C'est sur cette ceinture tribale Pashtun, qui est le fief, je ne vais pas détailler cette carte parce qu'on n'a pas le temps, mais on pourra y revenir, où se trouvent tous les nœuds des talibans, du Tehrik-i-Taliban Pakistan, que sont les talibans pakistanais, d'Al-Qaïda, qui est associé avec le TTP, et même maintenant, je ne l'ai pas encore mis sur la carte, évidemment, l'État islamique, qui est beaucoup plus faible qu'on ne le croit, mais qui est quand même terriblement dangereux dans cette zone, où il a encore fait un attentat, je pense que c'est eux hier, du côté de Jalalabad. J'ai eu l'info ce matin seulement, j'étais sur la route hier, je n'ai pas entendu. Voilà. Donc c'est donc bien là qu'il faut soigner. Et ça, on n'en a jamais tenu compte. En revanche, la première carte que je vous ai montrée, tout est interactif, machin, bidule, là, mais personne n'y comprend que quick, personne n'y comprend que dalle. Voilà. Et puis, nous, on projette nos propres valeurs. Alors, quand tout va un peu mieux à Kaboul, parce qu'il y a un effort qui est fait sur la question de l'éducation, la libération des femmes, alors on s'appuie là-dessus pour dire « mais ça va pas si mal ». Mais mon vieux copain Khaled Majrou, le fils de l'intellectuel Baoudi, ne cessait de me dire, ben, déjà dans les années 80, 90, il me disait « mais moi, j'ai découvert mon pays avec quelqu'un d'autre, qui est un de mes amis aussi, avec Mohamed Safi ». Il dit, mais moi, je suis un Kabouli. Kabouli, c'est pas l'Afghanistan. Ce n'est pas l'Afghanistan. Et après, quand il voit que nous projetons toutes nos valeurs pour dire, on va leur filer de l'argent pour se développer, et puis ils vont devenir libres à la condition de la femme et machin bidule, il me dit, nous sommes en guerre, Georges. Je me rappelle son expression, quand le Titanic coule, on ne s'occupe pas de sauver l'argenterie. Le Titanic est cool. On résout la guerre d'abord. On arrête la guerre. On fait en sorte que la guerre cesse. Et ensuite, on peut espérer qu'en effet, après, bien sûr, des budgets de coopération, de développement, etc., peuvent tranquillement, il nous a fallu 200, 300 ans pour passer de ce qu'était l'ancien régime à ce qu'est notre pays aujourd'hui. Je suis désolé de ce domaine. Oui, mais je crois que c'est pour l'enregistrement qui veut ça. Ah, c'est pareil. Si c'est pareil, vous m'entendez? Oui, oui. Vous mettez le son, non? Il est mis. Vous m'entendez là? Non, je crois que ça donne l'envie. Si. Non, ça va? Oui. Pour l'enregistrement aussi, c'est bon? Oui. Bon. Dommage, j'ai la main prise maintenant. je fais de trop grands gestes. Donc c'est là qu'il faut soigner les choses. Alors, donc je vous dis, tous les groupes talibans, Al-Qaïda, TTP et maintenant sont là. Et ce n'est pas un hasard, puisque c'est la zone de peuplement Pashtun, avec les continuums tribaux qui sont là, même si les continuums tribaux, en ce qui concerne Al-Qaïda et l'État islamique, sont plutôt mal considérés, l'État islamique ici, parce que l'idéologie wahhabite, elle est normalement universaliste. On ne divise pas la Oumma. Donc les combattants pashtuns ne sont pas toujours très bien vus par al-Baghdadi lui-même, ou même par al-Zawahiri, parce qu'ils sont trop imbriqués dans tous ces fonctionnements tribaux. Ce serait long, mais je viens de faire une note sur l'État islamique en AFPAC. En travaillant ma note, je me suis aperçu que c'est encore plus compliqué que je ne le pensais. C'est une complexité absolument incroyable. Donc c'est là qu'il faut soigner. Alors comment soigner?
Eh bien, cette frontière-là, qui n'est pas reconnue par l'Afghanistan, pose quand même un vrai problème. Si un dirigeant afghan venait à reconnaître tout de go la ligne Durand, elle n'a jamais été reconnue, mais attendez, ils se sont même battus contre. Hein. Dès 1948 jusqu'à nos jours, chaque année, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, il y a toujours un ministre afghan qui représente son pays pour dire non, non, nous ne reconnaissons pas la ligne Durand. Alors, ben non, ils ne la reconnaissent pas parce que, je voudrais remarquer que la ligne Durand, c'est vrai, juridiquement, n'était pas une frontière au sens où nous l'entendons. Toute cette province, d'ailleurs, ici, du Nord-Ouest, les Britanniques et les Pakistanais, jusqu'à il y a peu de temps, l'appelaient Northwest Frontier Province. Mais réfléchissez bien, frontier, en anglais, ne veut pas dire frontière internationale. C'est border qui veut dire frontière internationale. Les deux mots sont d'origine française avec une inversion des sens. Ce que nous appelons les bordures de l'Empire, très vague, l'Empire n'a pas de frontières, les bordures de l'Empire se traduisent en anglais par frontière. Et ce que nous appelons frontière internationale se traduit en anglais par border. Et bien sûr, les Afghans, reprenant les textes des 4 traités, disent bien que c'était une sorte de ligne de cessez-le-feu, c'était une ligne de démarcation pour que les British assurent la sécurité du pays de leur côté et que le roi assure la sécurité du pays de ce côté-là, mais en aucun cas, dans l'esprit des Afghans, ce n'était une frontière. Or, on les comprend, mais comprenons aussi les Pakistanais. Les Pakistanais ont un problème de frontière déjà avec l'Inde, sur le Cachemire. Ils ne peuvent pas se permettre en 1947 de ne pas avoir de frontière, donc ils disent, au nom de l'héritage des traités, la ligne Durand, c'est la frontière, International Border. Et ils ont été assez contents de débaptiser récemment la province de NWFP, qu'ils ont appelée Khyber Pakhtunkhwa. C'est-à-dire, bon, c'est le coin roi, c'est pas state, c'est pas Pashtunistan. Pakhtunkhwa, c'est l'Inde, c'est le pays où habitent les Pashtuns et de la zone de Khyber. Voilà, ils ont appelé ça comme ça pour supprimer le mot frontière. Et moi, j'ai lu les échanges qu'il y avait entre Londres et le vice-roi des Indes pendant les différents traités de la ligne Durand, et à chaque fois, Londres disait « Attention à ne pas utiliser le mot « border », parce que la ligne Durand n'a aucune prérogative « of an international border ». Donc les Afghans ont raison, mais les Pakistanais ont raison aussi. Et un État-nation ne peut pas ne pas avoir de frontières. Or, la tension, avant la situation d'aujourd'hui, la tension a été absolument terrible, puisque les nationalistes afghans, dont le Premier ministre Daoud, qui a été Premier ministre du roi de 1953 à 63, je crois, puis président de la République de 73 à 78, qui était un nationaliste pachtoun terrible, il a même organisé sur Badjaour ici, c'était en 1965 ou 6, des opérations militaires pour récupérer cette zone-là, pour récupérer ce que les Afghans appelaient les territoires usurpés. Alors, lorsque la guerre est arrivée avec les Soviétiques, ouais, c'est une demi-heure là, 5 minutes. 35, là. Hein 35 minutes. Non, 30 parce que tu m'as présenté avant. Ouais, voilà. J'y arrive, voilà. Donc cette frontière-là fait que, pour simplifier, je détaillerai avec vos questions. Les deux capitales des deux États voisins, Islamabad et Kaboul, sans se faire la guerre ouvertement, il y a eu des skirmishes, comme on dit, mais ne sont arc-boutés l'un contre l'autre sur cette question de la ligne Durand. Et pour le Pakistan, la ligne Durand, it's a no question. Ce n'est pas une question. Et j'en parlais récemment avec un diplomate pakistanais et je lui disais, oui, Excellence, vous avez raison, it's a no question. Pour vous, c'est normal. Vous avez besoin d'une frontière, c'est votre frontière, voilà, depuis 1893. Mais comme ça sépare deux États-nations, si l'État-nation d'à côté ne reconnaît pas la ligne Durand, il y a un problème. Il me dit, oui, yes, you're right, it's a no question, but it's a big international issue. Voilà. Et tout se joue là-dessus. Et entre-temps, si je reviens à la première photo de l'embrouillamini de toutes ces choses-là, où on a échoué dans la guerre, parce que, oui, donc je finis quand même là-dessus, ça fait 10 ans que je milite avec quelques petites chances de réussir maintenant. Il y a eu des approches déjà faites. Les chefs d'État pakistanais et afghans connaissent très bien cette situation que je vous décris. Simplement, si un chef afghan, président, roi, ce que vous voulez, reconnaissait la ligne Durand sans y mettre les conditions et tout de go, il se ferait assassiner dans les 8 jours qui viennent. Il ne peut pas le faire.
Ça aurait été par les nationalistes, ça peut être aussi bien fait. Maintenant, par les militants, talibans ou autres, ce n'est tout simplement pas possible. Donc, la première des choses, il y avait eu une entrevue entre Karzai et Zardari, le président pakistanais, c'est en 2012, c'est assez récent, où les Afghans avaient attaqué les Pakistanais ici, enfin c'est des groupes terroristes, hein, de la Kunar, avaient attaqué Bajaur ici. Et le président Zardari, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, avait dit à son collègue Karzai, il dit, maintenant, vous nous accusez que nos terroristes vous attaquent, maintenant c'est vos terroristes qui nous attaquent, il serait peut-être question que l'on s'assoie et qu'on parle de cette question-là. Et Karzai a fait la grave erreur, plutôt que de laisser les choses un peu underground, le faire de manière discrète, il a annoncé ça comme une grande avancée devant l'Assemblée nationale afghane quand il est revenu de New York, et ça a été une bronca. Tous les députés pashtuns ont reproché à Karzai de vendre à vil prix l'honneur de la nation. L'honneur de la nation, c'est quoi la nation? C'est ouzbek, c'est pashtun, c'est afghan, l'honneur de la nation. On est toujours dans le flou. Et donc ça a capoté. Donc il faut une tierce personne. Moi, je milite depuis longtemps pour qu'une mission diplomatique qu'on appelle en track 2, c'est-à-dire qui n'engage personne, il faut à tout prix que les deux capitales, dans le secret de conversation en track 2, admettent simplement qu'ils sont tous les deux les victimes de l'héritage britannique et que ça doit être réglé ensemble. Il y a eu 4 traités de la ligne Durand. On peut donc très bien en imaginer un 5e. Il ne s'agit pas de supprimer une frontière qui ferait plus de morts que d'avoir créé, mais on peut négocier un 5e traité, d'abord sur le principe, mais on ne peut le négocier qu'en mettant dans la boucle des négociations les tribus qui existent beaucoup plus fortement que certains veulent bien le dire encore, parce que je vous parlerai système d'héritage des pouvoirs, ce n'est pas du tout le système féodal français. Si on met les tribus dans la boucle des conversations pour savoir à quelles conditions ils accepteraient la reconnaissance de la ligne Durand, je connais déjà un peu les conditions, sur la libre circulation, commerce, etc., et ce serait une souveraineté partagée, etc. Donc il y aurait un modus operandi, c'est-à-dire le statut d'État à État, qui s'ajouterait à un modus vivendi, pour savoir comment les populations peuvent vivre librement des deux côtés de la frontière, comme moi, quand je vais de Paris à Bruxelles, je passe Valenciennes, je suis en France, on est francophone, j'arrive à Mons, je suis en Belgique, on est francophone, et c'est pourtant 2 États différents. Ça peut demander du temps, mais c'est la seule manière de calmer cette vieille querelle qui a été, écoutez-moi bien, la fracture jamais refermée, donc purulente, sur laquelle est venu se greffer le terrorisme international, d'Al-Qaïda d'abord, et de l'État islamique aussi aujourd'hui. Donc je finis par une seule phrase, pendant qu'on s'amuse à ne pas vouloir comprendre ça, à faire les schémas que je vous ai montrés, qui sont compliqués mais qui n'expliquent rien, et qu'on s'abîme dans des complexités organisationnelles, mais qui n'en sont pas, parce qu'il faut chercher la complexité anthropologique pour trouver justement la réponse simple. Pendant tout ce temps-là, eh bien, je dois dire que, oui, l'Occident a déjà perdu la main. Oui, voilà. Donc, j'ai envie de dire que l'Occident, sur cette carte, on voit quelque chose d'étonnant, je vais finir là-dessus. Pendant qu'on a alimenté la faillite de ce conflit, l'Occident a perdu la main. Je n'ai pas besoin de vous faire le dessin de Donald Trump. Theresa May, l'ancienne puissance coloniale dans la région dont je viens de vous parler, étant enlisée dans son Brexit, l'Europe elle-même, je n'ai pas besoin de vous parler de Viktor Orban, j'ai entendu ce qui se passe, bon, très bien, l'Italie aussi, voilà, et puis le Brexit très bien, bon vent, messieurs les Britanniques, mais c'est quand même une brèche dans la crédibilité de l'Europe comme avenir, et donc il y a tous les gens qui virent sur l'extrême droite parce qu'au fond ils ne croient plus à l'Europe. Donc l'Amérique est en crise, Mr. Trump, merci beaucoup, Theresa May est en crise, Brexit, merci beaucoup, l'Europe est en perte de vitesse évidente, et pendant ce temps-là, et je vais donc terminer là-dessus, pendant ce temps-là, il y a quelque chose dont on parle très peu ici, la presse n'en parle pas, l'organisation de la coopération de Shanghai. Lorsque Poutine a accepté que dans sa zone d'influence, c'est-à-dire les républiques d'Asie centrale, les Américains installent des bases aériennes pour combattre les talibans, Poutine avait lu cette phrase comme ça. Il avait dit « Oui, installez là, mais si vous gagnez la guerre, n'allez pas croire que vous allez installer votre hégémonie dans cette région qui est mon précaré. »
Et ce qui était le simple petit club de Shanghai, lentement, gentiment, tranquillement, il a été l'architecte d'un mastodonte. Aujourd'hui, l'organisation de la coopération de Shanghai, qui dépasse largement le champ de la coopération, et personne, la presse n'a pas commenté le fait que l'Inde et le Pakistan en font partie depuis juin 2017. Eh bien, tout ce qui est en bleu ici, et l'Iran le sera l'année prochaine, et le jour où la Turquie voudra y aller, quittera l'OTAN s'il le faut, mais si Erdogan a beaucoup changé apparemment dans ses politiques étrangères, c'est qu'il fait les yeux doux lui aussi à cette organisation de la conférence de la coopération de Shanghai. Oui, je dis déjà conférence, moi. Eh bien voilà, ce mastodonte qu'est l'organisation de la coopération de Shanghai représente 48% de la population mondiale. Ah oui, avec l'Inde et le Pakistan en plus, ça fait 1,5 milliard de plus. Hein. Déjà 1,5 milliard la Chine, ça fait déjà 3 milliards rien qu'à eux seuls. 48% de la population mondiale, que 22% du PIB, mais 33 ou 35% des réserves d'hydrocarbures connues et 4 puissances nucléaires qui ne sont pas des nains nucléaires. Ni la Chine, ni la Russie, ni même le Pakistan n'est un nain nucléaire. Je ne sais pas combien d'ogives ils ont, mais ils sont bien équipés. 4 puissances nucléaires. Voilà. Et maintenant, la grande force d'attraction géopolitique, c'est là qu'elle se passe. On continue à discuter à Genève, mais tout se joue sur des réunions décidées par Poutine ou d'autres à Almaty, à Moscou, enfin, etc. La seule chose que je crains, c'est ma dernière phrase, j'ai largement passé les 40 minutes, la seule chose que je crains, c'est qu'il y a des richesses minières considérables, y compris dans le nord de l'Afghanistan, de 30 fois plus importantes que ce que les soviétiques avaient imaginé pendant la période d'occupation, y compris les terres rares, vous savez ce que ça veut dire, les lithium, les terres rares, etc. Le nord de l'Afghanistan, l'Asie centrale, la Chine bien sûr et tout, les nouvelles routes de la soie de la Chine, c'est évidemment les nouvelles routes du commerce pour l'exploitation de ces grandes richesses, dont une grande partie est dans le nord de l'Afghanistan, et ce qui était un great game, comme disaient les Britanniques, le grand jeu pour le partage des empires d'Orient, pourrait devenir demain le grand jeu pour le partage des richesses, dans lequel l'Afghanistan pourrait être mis dans la même tourmente qu'autrefois. Et pour être très honnête, c'est ma véritable crainte pour demain. Et je plaide donc pour ce que je viens de proposer, que les Chinois y aillent, que les Russes y aillent. Ils ne sont pas plus mauvais que nous. Rien ne prouve qu'ils sont meilleurs non plus en diplomatie, puisque c'est surtout les richesses qui les intéressent. Mais rien n'empêche pendant ce temps-là, parce que c'est non-controversial, qu'une mission Islamabad-Kaboul permette de commencer à imaginer qu'il faudrait résoudre ce qui est le nœud. Et Al-Zawahiri l'a prononcé il y a 3 semaines. Vu la nouvelle configuration, dit-il, le nœud du djihadisme mondial, c'est à nouveau l'Afghanistan. Donc, je suis parti de Copernic, je suis arrivé à aujourd'hui. Ça méritait peut-être les 40 minutes, même déjà un peu dépassé, mais merci beaucoup de votre attention. Merci infiniment. C'est exactement ce qu'on adore à l'IREMO, c'est-à-dire parler d'autre chose pour parler du sujet, pas comme les médias, malheureusement en général, le font. Je vais quand même, bien que vous ayez parlé un bon moment, vous poser une question subsidiaire parce que, comme vous avez voulu synthétiser, vous êtes passé très vite sur l'intervention soviétique. Or, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, qu'il y a 2 questions qui méritent d'être signalées. Peut-être ça ne mérite pas un long développement. La première, c'est que ce n'est pas complètement une intervention étrangère. C'est-à-dire qu'il y a aussi un phénomène propre à l'Afghanistan, avec la naissance d'un pouvoir communiste un peu particulier, un peu bizarre, avec des divisions d'ailleurs, là encore, en 2, qui recoupent des divisions ethniques, tribales. Donc, disons, c'est pas seulement un empire qui s'est projeté, il y a eu aussi un phénomène interne peut-être. Et deuxièmement, c'est à ce moment-là que l'Occident a eu, enfin les Américains ont eu la bizarre idée, comme ils étaient prêts à appuyer n'importe qui s'opposerait aux Soviétiques, de faire des tractations avec Ben Laden. Et on oublie quand même que la force de Ben Laden est née de ces tractations. Les talibans aussi après. Et ensuite les talibans, mais c'est eux qui ont mis Ben Laden en poste, si j'ose dire. Donc peut-être ça mérite, je ne sais pas, quelques mots. Quoi. Oui, je vais essayer de ne pas être très très long, mais
Mais c'est vrai que le régime communiste s'installe à Kaboul en 1978. C'est le résultat aussi. Bon, la naissance du Pakistan était inacceptable pour l'Inde. Et dans le schéma, à l'époque, des pays non alignés, donc plutôt sympathisants de Moscou que de Washington, les fameux pays non alignés, l'Inde est très proche de l'URSS, et l'Inde, qui ne supporte pas le Pakistan, a toujours cherché à le déstabiliser en jouant sur les mouvements nationalistes pashtuns et baloutches, il ne faut pas les oublier. Et donc je vous disais que l'opposition à la branche d'Ourani des Pashtuns, c'était les Ghilzai. Eh bien, les meilleurs intellectuels Ghilzai, c'est pas un hasard, en effet, ils ont été formés à Moscou. Voilà. Et d'ailleurs, les meilleurs géologues aussi, quand je parlais de mon copain Ahmed Safi, oui, c'est un géologue, il a été formé à Moscou, etc. Et il y avait une coopération très forte aussi entre l'URSS et l'Afghanistan, que les Américains, l'Ouest, avaient à peu près déserté, à part nous, les Français, avec l'archéologie, il n'y avait pratiquement pas grand-chose. Bon. Lorsque le régime communiste s'est mis en place, ça paraît presque naturel. Presque naturel. Le problème, c'est que Hafizullah Amin, le deuxième, est un sanguinaire. Je dirais qu'il y a une lutte entre les Brejneviens, c'est le Parcham, pour simplifier, les Pol Potiens, c'est les Khalki, quoi. Bon. Et c'est vrai que Hafizullah Amin a été un tueur. Bon. Ce régime-là, il ne le contrôle plus, donc ils interviennent pour remettre de l'ordre dans le jeu de boules, les soviétiques, et donc pour installer Barak Karmal, qui est tout de même beaucoup plus contrôlable. Donc en effet, c'est pas une guerre d'empire. Non. En même temps, comme disait, en même temps, il se passe quelque chose d'assez important, c'est que personne n'est prêt à venir en aide à l'Afghanistan à cette époque-là, puisque Jimmy Carter est ensablé dans les affaires des otages américains en novembre 1979, parce que le Pakistan vient de se doter d'un jeune dictateur qui s'appelle Zia-ul-Haq et qui vient de faire pendre Bhutto, qui était une figure égérie dans le monde entier. Il n'a pas entendu les appels à la grâce, donc il était au banc de tout le monde. Et moi, je n'oublierai jamais cette phrase d'un journaliste de TF1 qui pose la question juste après l'intervention soviétique, juste après que les soviétiques aient fait des petits bombardements sur des collines non peuplées, mais du côté pakistanais, dans la vallée de Chitral. Donc, c'est pour montrer la menace. Que faites-vous, demande-t-il au général Zia-ul-Haq, si les Américains arrivent à Peshawar? À l'époque, Zia-ul-Haq n'a pas encore le soutien de l'Amérique ni de personne. C'est dans les jours qui suivent. Et il répond: si les Soviétiques arrivent à Peshawar, il faudra bien que le petit poisson arrive à vivre avec la baleine, son expression. Et là, pour les Soviétiques, c'est magnifique. Si le Pakistan était tombé à genoux, ils avaient un axe diplomatique, je dirais Moscou, Tashkent, Kaboul, Islamabad, New Delhi. Comme de l'autre côté, leur influence sur le Vietnam, etc., est très importante aussi, Cambodge, etc., et que l'ennemi de l'époque, c'est encore quand même la Chine, on encercle la Chine beaucoup plus que l'accès aux mers chaudes. C'était ça qui les intéressait. Mais ça a été un effet d'aubaine, ça n'a pas été en effet une guerre d'empire. Mais l'aubaine se présentant, ils ont essayé de jouer cette carte-là, et des éléments déclassés maintenant de la CIA permettent de savoir que Carter, qui était assez faible à la fin de son mandat, a quand même pris le téléphone rouge en disant: si tu arrives à Peshawar, je fous le bordel en Angola ou ailleurs, et ça s'est arrêté là, sans quoi la guerre d'Afghanistan n'aurait pas eu lieu véritablement, parce que les Moudjahidines n'auraient eu aucun lieu où se réfugier pour organiser la résistance. Mais en même temps, le fait que les combattants du djihad se réfugient au Pakistan pour combattre l'ennemi, c'est devenu la norme, et aujourd'hui encore. C'est pour ça que je vous ai montré cette carte de la frontière. Et Ben Laden? Oui, alors Ben Laden, oui, Ben Laden, lui, d'abord c'est un... Ben Laden, lui, il a très assez peu, finalement, joué sa carte pendant le djihad contre les soviétiques. Il n'avait pas assez de monde. En revanche, après, Ben Laden faisait partie de ceux dont les Américains espéraient qu'il avait assez de charisme pour agglomérer autour d'une nouvelle idéologie. C'était la guerre civile, hein, aussi 92-96, donc Ben Laden servait à ça. Il fallait faire accepter par les talibans, et Karzai en même temps était l'envoyé de Yunokal auprès des talibans, ainsi que Zalmay Khalilzad, qui était ensuite l'ambassadeur de George Bush à Bagdad. C'est compliqué tout ça. Il fallait plus la guerre civile. Quel que soit le prix à payer pour l'Afghanistan, il fallait bétonner l'Afghanistan, stopper la guerre civile, parce que les grands intérêts économiques, c'était... Donc l'URSS s'était cassé la figure, hein,
entre-temps. Donc c'était de récupérer le gaz et le pétrole du Turkménistan par ce grand pipeline et gazoduc qui est toujours dans les cartons, dont on parle toujours encore aujourd'hui, qui n'a jamais pu se faire pour des raisons de sécurité, mais c'était de transiter les richesses de l'Asie centrale vers Karachi pour l'intérêt du monde et surtout probablement de l'Amérique. Et là, Ben Laden avait un rôle à jouer parce que ses troupes s'augmentaient, Al-Qaïda devenait... voilà. Et Dominique a tellement raison qu'on connaît la période, c'est déclassé ça aussi maintenant, où Ben Laden était recherché par toutes les polices du monde avant le 11 septembre et où il allait en fait à Dubaï tous les mois faire une dialyse de sérin. Donc moi j'ai horreur des théories de la conspiration, mais ça c'est un fait. Voilà. Donc Ben Laden a été soutenu, mais les talibans aussi avaient été soutenus pour la même raison de pacifier le pays pour les intérêts américains, quel que soit le coût social, culturel, les femmes voilées, machin dont on parlait tout à l'heure, à payer, quel que soit le coût à payer. C'était bon pour les Saoudiens qui finançaient, c'était mettre un régime, sunnite fondamental à l'est de l'Iran, et pour les Pakistanais, il faut quand même le dire aussi. Pourquoi les Pakistanais ont soutenu les talibans? Parce que les talibans étaient tous Pashtuns à l'époque. Actuellement, ils sont encore très majoritairement. Tous, 100% étaient des Pashtuns. Donc derrière le drapeau de la charia, il y avait chez les talibans une reconquête nationale pachtoune du pays. Il ne faut pas s'y tromper. Et donc, si les militaires et les politiques, à l'époque, ils étaient d'accord, pakistanais pouvaient envoyer, moi je connaissais bien le général Babar, dans mes fonctions, je le rencontrais régulièrement, qui était le ministre de l'Intérieur de Benazir Bhutto. Benazir Bhutto, qui est une figure égérique chez nous, c'est elle qui a mis en place les talibans, entre autres, quoi, avec le général Babar, ministre de l'Intérieur. Et le général Babar, il me l'expliquait. Il me disait, voilà, si on met à Kaboul un régime majoritairement pashtoun, bon musulman, dont la prise de pouvoir ne tient qu'au Pakistan et la pérennité du pouvoir ne tient qu'au Pakistan, jamais ils n'oseront revendiquer les territoires usurpés pour faire le grand Pashtounistan qui, bien sûr, amputerait le Pakistan de toute sa zone pashtoune. C'est ça la vraie profondeur stratégique. Quand on vous parle de la profondeur stratégique que les militaires pakistanais ont besoin d'une zone de repli en cas d'attaque de l'Inde, c'est aussi stupide que de dire que l'armée française aurait dû se réfugier à Saragosse, de l'autre côté des Pyrénées, pour contrer l'avancée allemande dans les Ardennes. C'est complètement stupide. La profondeur stratégique, c'est la même que les Britanniques, c'est de contrôler cette région-là pour ne pas écorcher l'Empire britannique et aujourd'hui pour ne pas écorcher le Pakistan. Et aujourd'hui, s'il y a des questions là-dessus, la frontière est en train de remonter en ébullition. Merci beaucoup. C'est à vous. Vous avez, comme vous savez, un micro dans la salle pour que la vidéo puisse vous entendre. Je vous en prie. Oui, bonjour, merci. J'ai une question. Je vais commencer avec une question provocatrice par rapport à la carte qui est là. Donc l'Organisation de coopération de Shanghai met dans le même panier l'Inde et le Pakistan, qui ont tous les deux des intérêts en Afghanistan, mais est-ce que le fait de les mettre dans le même panier va faire disparaître leurs différends? Là, évidemment, je pense qu'il n'y a pas de réponse magique à ça. Hein. Je crois que la question du Cachemire ne va pas se régler. Je vois déjà la réponse dans votre question. Ouais, ça ne va pas se régler comme ça. La question du Cachemire, elle existe depuis 70 ans. Elle est quand même, voilà. C'est simplement une chose, c'est que oui, ça permettra de temps en temps qu'ils discutent entre eux dans les couloirs, je dirais, des réunions de. Il peut y avoir des mécanismes d'apaisement. Vous savez, quand je parle de track 2 en diplomatie, il y a tellement de choses qui se passent dans les couloirs de l'ONU ou des réunions. Et puis, je vous raconte une petite anecdote très, très brève. Quand j'étais attaché culturel, évidemment, j'étais au Pakistan, Islamabad, donc j'avais des programmes de bourse et j'envoyais des étudiants pakistanais faire des études ici. Ils étaient beaucoup moins nombreux que les étudiants indiens, puisque la population est moindre. Actuellement, c'est 200 millions au Pakistan, 1,3 milliard en Inde, donc le contingent était plus important. Et lorsque 2 ou 3 étudiants pakistanais un peu esselés arrivaient à la cité universitaire internationale, première chose qu'ils demandaient, est-ce qu'il y a des étudiants indiens? Parce qu'ils se retrouvaient dans une culture commune, y compris souvent une langue commune. L'hindi, l'ourdou, ce sont ces 2 langues qui sont les mêmes langues. Et ce que l'on sait maintenant, ce que l'on observe au Pakistan, c'est que les jeunes
businessmen, je dirais, du Pakistan, de l'Inde aussi d'ailleurs, en ont un petit peu marre de cette crispation qui leur semble être celle des vétérans. Eux, ils ont envie. Comme le commerce à l'Asie centrale ne marche pas aussi bien qu'ils l'auraient souhaité, parce qu'il y a toujours ce verrou afghan, etc., et tout, je crois qu'il y a une relève d'une nouvelle génération qui aimerait régler ce problème-là. Mais, réponse à votre question, non. Ça ne va rien régler immédiatement, sur l'instant, et même peut-être avant longtemps, mais ça permettra des conversations un peu plus zen et cool dans les couloirs. C'est déjà ça. Juste un mot pour dire que si on faisait de l'actualité un peu quand même, au-dessus de cette grande tache bleue, on mettrait les plus grandes manœuvres militaires de l'histoire qui se tiennent en ce moment entre Chinois et Russes. Quand on se souvient, comme moi, vu mon âge avancé, des oppositions, y compris armées, entre les Russes et les Chinois sur le fleuve Amour, enfin, je veux dire, on mesure quand même ce tournant stratégique que représente quelque chose qui ressemble de plus en plus à une alliance, quoi. Et qui est entouré, non pas seul, de deux partenaires essentiels, mais entouré avec une capacité, comme vous le disiez, d'attraction sur toute la région. Parce que tout d'un coup, voilà qu'il y a une alternative à la structure du monde telle que l'Occident l'avait construite depuis 1945. Monsieur, est-ce une claque à l'Occident? Voilà. D'autres questions? Je vous en prie. Oui, bonjour. Je voudrais savoir comment s'articule le pouvoir en Afghanistan entre les tribus et l'État. Est-ce que les tribus perçoivent l'impôt? Est-ce que les tribus administrent au moins partiellement la justice? Comment ça fonctionne? Là, on est un petit peu moins dans l'anthropologie et la géopolitique, qui est mon domaine, mais quand même, je peux dire que... Je vais reprendre d'abord une réflexion de Mike Barry. Mike Barry, dans le royaume de l'insolence, expliquait pourquoi l'Afghanistan n'avait jamais été conquis. Il dit il y a une relation entre l'État... L'Afghanistan a toujours bien fonctionné avec un État relativement faible, qui s'occupe du téléphone, des routes, de l'armée, d'une police. L'époque de Zahir Shah, c'était à peu près ça. Donc il y avait un système d'impôt, donc bien entendu. Mais il y a un État faible, il y a des tribus qui sont en effet, qui ont du pouvoir, qui ont beaucoup de pouvoir. Et lorsque ce pays est attaqué par quelqu'un, au fond, l'État se délite. Et tous les landlords deviennent des warlords, et toutes les tribus ressurgissent avec la puissance qui est la leur. Ça ne semble pas être une réponse à votre question. Ça peut en être une. C'est-à-dire que il y a quand même en Afghanistan énormément, y compris de Pashtuns, qui ne sont pas tribalisés. Les Pashtuns qui habitent dans le nord, à Kunduz, qui sont d'anciennes colonies de peuplement, n'ont pas cette organisation tribale. Donc les gens qui sont organisés en village, en province, etc., ben forcément qui payent l'impôt. En revanche, ceux qui sont dans les zones tribalisées, très puissamment tribalisées, que je vous ai montré, qui est ce qu'on appelle la ceinture tribale, non, ils ne paieront pas vraiment, ils paieront peut-être de temps en temps, hein, mais ils ne paieront pas vraiment l'impôt à l'État, mais ils paieront l'impôt soit à leur chef de tribu, si c'est lui qui a autorité, soit aux talibans, bien entendu, si c'est eux qui tiennent le district. Mais ils feront d'abord une allégeance, y compris à ce niveau-là, au chef direct. Alors si le chef de tribu est copain avec Ashraf Rani, il en filera une partie. Voilà. Mais la question ne vaut que pour les zones tribales en tant que telles. Voilà. Oui, voilà, c'est la réponse, je pense. D'autres questions? Je voulais savoir plus dans le présent, les Pashtuns qui sont basés au Pakistan, Pashtuns pakistanais, ils sont plutôt par rapport aux Afghans plus pour maintenir la ligne du rang telle qu'elle est ou pour une ligne du rang plus faible, voire pas de ligne du rang? Excellente question, parce que j'avais pas eu le temps. Parce que sinon la vidéo ne vous filme pas. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, excellente question, parce que j'avais pas eu le temps de développer ça. Oui, je reviens justement des zones tribales. Là, j'y étais il y a quelques mois. Si je prends l'exemple d'un grand propriétaire terrien, grand industriel pashtun, grande tribu pashtun, tribu Ratak, je pense que je peux le nommer, Razakuli Khan Ratak, qui est un grand industriel aussi, les pneus du Pakistan c'est lui, les grandes propriétés terriennes, il est extrêmement riche, il a une piscine olympique pratiquement chez lui dans son jardin, et il a maintenant 92 ans, et je déjeunais avec lui il n'y a pas très longtemps, 5 pontages, toujours debout, le vieux Razakuli, que je connais depuis 1967, 72 ou 73.
Ça va répondre à la question. Autrefois, il me disait, oui, ben nous, les Pashtuns, côté britannique et côté Pakistan, maintenant, on a quand même eu la chance d'avoir du développement d'infrastructures, d'écoles, d'hôpitaux, etc. Et je ne pense pas que nous soyons prêts à partager notre sort et alourdir en même temps notre développement économique, lier notre sort avec, il n'a pas employé le mot, mais en français on dirait les cutéreux des Pashtuns afghans qui, eux, n'ont pas connu ce développement. Voilà, c'était sa réponse. Alors, je lui répondais, je dis, écoutez, Raza, peut-être que c'est une vision d'un grand propriétaire, d'un grand industriel et d'un urbain. Qu'en est-il des campagnes? Oh, ben, il me dit, ça dépend. Si vous allez à Swat, à l'époque, il n'y avait pas eu l'affaire de Swat, ils sont plus soucieux de tourisme que d'autre chose. C'est vrai que si vous allez au Waziristan, et là, Waziristan, c'est l'image que je vous ai montrée. Hein, en 1876, les Wahhabis sont là pour convaincre les Pashtuns du coin qu'il ne faut surtout pas faire allégeance aux infidèles, etc. Dire, ah, bah, si vous allez au Waziristan, bah, lui, il me parle à ce moment du continuum. Ça, c'était dans les années 80, je discutais de ça avec lui. Je le revois au mois de mai dernier. Et je lui dis, justement, cette phrase d'un diplomate pakistanais qui est un de mes amis, d'ailleurs, que je connais très bien, qui me dit, la ligne du rang, it's a no question. Et le même Razakouli me répond donc 40 ans plus tard, un diplomate pakistanais qui vous a dit que la ligne du rang, c'est une no question, c'est forcément un Punjabi. Voilà, j'ai dit, non, c'est pas un Punjabi, c'est un Mouadjir. Il me dit, non, il y a une ambivalence à laquelle on ne peut pas échapper aujourd'hui. Et alors, je crois que ça, c'est le point très très important pour aujourd'hui. Cette question me permet de développer juste un tout petit peu ça. Les Pakistanais qu'on a accusés, bien sûr, de soutenir le terrorisme, ils ont soutenu les talibans, pour les raisons que je vous ai expliquées, avoir leur profondeur stratégique, à la même manière que les Britanniques. Aucun pays n'est un ange, aucun pays n'est un diable. Là encore, la projection de nos valeurs. Excusez-moi de réinsister là-dessus. L'Afghanistan est un pays ami martyrisé, l'Inde est une grande démocratie, et l'emmerdeur dans le milieu, c'est le diable, c'est le Pakistan. Bon, c'est pas si simple que ça. Voilà. Donc voilà, donc les Pakistanais sont accusés de ça, c'est vrai, sauf que, comme Frankenstein, ils ont laissé se développer le Tehrik-i-Taliban Pakistan qui s'est retourné contre eux. N'oublions pas que si l'an dernier, il n'y a eu que 1200 morts, 1200 quand même, morts par attentat au Pakistan en 2017, en 2009, il y en a eu 12 600, 10 fois plus, c'est-à-dire 30 morts par jour, par des attentats du TTP qui se faisaient dans le Pakistan. Alors évidemment, les Pakistanais ne vont pas changer immédiatement leur stratégie de profondeur stratégique, mais là, ils commencent à se poser des questions, et pour faire court, plusieurs opérations, mais 2014, l'opération Zar-Beaz dans le Waziristan, les Pakistanais ont eu la main lourde. Au Waziristan, au Orakzai, toutes ces zones tribales, frontières afghanes, elles sont passées de l'autre côté. Maintenant, ils sont côté afghan. Ce qui fait que lors du Forum international du contre-terrorisme, au début avril dernier, auquel j'ai participé, c'était la réponse du Pakistan au tweet rageur, le premier tweet de l'année rageur de Trump, s'était dirigé vers le Pakistan en disant « Vous êtes tous des pourris, vous n'aurez plus un centime, vous soutenez la... » Voilà. Ce que la communauté internationale pense, mais ça ne sert à rien de mettre de l'huile sur le feu. Il faut trouver des solutions. Et donc, le mantra de ce forum international organisé par les Pakistanais, c'était « Nous avons été victimes, 12 000 morts. On n'en a plus que 1200, nous sommes vainqueurs. From victim to victor. » Moi, je suis anthropologue, j'ai pu m'exprimer en disant « Allez, c'est pas si simple, hein. Il reste la question du Cachemire, etc. et tout, c'est pas si simple. » Mais donc, maintenant qu'ils ont chassé, en gros, le TTP côté afghan, ils sont en train de mettre une barrière, en train de clôturer la frontière. 2400 km, ils n'ont même peut-être pas les finances pour le faire. Et pour l'instant, ils sont en train de mettre du barbelé, des douves, des mines, etc. Et alors? Donc, voilà. C'est une réponse de militaires. S'il n'y a pas de réponse politique, les militaires ferment la porte. Ils ont mis les ennemis dehors et ferment la porte. Et ils peuvent dire, maintenant, on a vaincu. On les a chassés. On a vaincu. On est vainqueurs, je veux dire. Voilà, on est vainqueurs. Ashraf Ghani, président de la République, afghan, va sur la frontière à ce moment-là, à Gradez, c'est chez lui, dans le Paktika. Et il fait un discours dont les propos rapportés, je veux être très honnête dans ma démarche scientifique, les propos rapportés, mais par un journaliste que Jean-Pierre qui est là connaît bien aussi, Raïmoula Youssoufzai,
qui est un senior journaliste de News, qui est un type extrêmement sérieux, eh bien, Ashraf Ghani aurait dit, et en tout cas son ministre des Frontières et des Affaires tribales l'a écrit, mais le président de la République l'aurait dit, ok, que les Pakistanais mettent des barbelés. Nos amis Pashtuns prendront des ciseaux, c'est rigolo, scissors, et iront couper les fils. Parce que ces fils n'ont pas d'autre raison d'être que de protéger, pour le Pakistan, veut protéger les territoires usurpés. Je suis un scientifique, je suis prudent. Usurpé, c'est peut-être la traduction qu'en a donné Rahimullah Yousafzai en anglais. Mais si vraiment le mot persan ou pashtun voulait dire usurpé, c'est un mot qu'on n'a pas entendu depuis Daoud, le président Daoud, qui était président en 73-78. Ce mot-là, on ne l'a pas entendu depuis 40 ans. Et voilà que réapparaît ce mot territoire usurpé. C'est assez grave. Et en même temps, les Pashtuns, qui en ont marre d'être ostracisés, parce que même un Pashtun qui va au Pendjab maintenant, qui va à Karachi, la police se dit c'est peut-être un terroriste, Waziri, Orakzai, Afridi, Shinwari, donc ils sont un peu ostracisés, et ils en ont marre, et il a fallu un assassinat crapuleux d'un jeune à Karachi au mois de janvier, je crois, pour que naisse, presque sui generis, le Portun Tahafuz Movement, qui est le mouvement de la défense des Pashtuns. Et ce PTM a été salué par des grandes manifestations de soutien côté afghan. Et voilà qu'aujourd'hui, les militaires que j'ai rencontrés, même les politiques, ont peur que tout ça fasse redémarrer le grand spectre du grand Pashtunistan, qui serait l'abolition de la ligne du rang. D'où l'urgence que je vous dis que nous avons à ne pas casser la ligne de rang, mais lui trouver les moyens. Monsieur, attendez le micro. Ici. Après, alors ici. Oui, bonjour monsieur, j'aimerais revenir sur les talibans, si possible. Oui. Notamment, j'aimerais savoir plus précisément quelle est leur influence dans la société afghane aujourd'hui. Car après quelques discussions avec des amis afghans, ils m'ont dit que dans les zones pashtunes, de nombreux pashtuns préfèrent, d'après leur dire, les talibans au gouvernement afghan à Kaboul. Et aussi, j'ai lu beaucoup dans la presse spécialisée que les talibans en Afghanistan, selon leur dire, gagneraient beaucoup de terrain et seraient de plus en plus influents dans certaines zones. Donc en gros, j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce qu'une bonne partie de la société afghane aurait un certain support envers les talibans? Et est-ce qu'ils ont vraiment, un contrôle sociétal et même territorial en Afghanistan si fort que certains le disent? Merci. Oui, alors, d'abord sur les territoires qu'ils occupent actuellement. C'est vrai que depuis 2007, les talibans se sont très très fortement réconstitués autour du nouveau chef qui s'appelle Akhundzada. Ils ont eu des moments très difficiles, les talibans, lorsque Mansour a pris le pouvoir, après qu'on ait annoncé que Mullah Omar était mort depuis 2 ans, donc les gens n'étaient pas contents, ils ont fait sécession, certains ont rejoint le TTP, le Tehrik-i-Taliban Pakistan, je parle des talibans afghans, d'autres ont rejoint l'État islamique. Et puis Akhundzada, je repars de loin, mais il faut donner du sens aux réponses. Akhundzada a réuni le mouvement taliban. Akhundzada, c'est un olem, c'est un docteur de la loi. Ce que n'était pas Mullah Omar. Il a pris comme numéro 2 Sirajuddin Haqqani, qui est un combattant, qui est le chef du fameux réseau Haqqani. Et le réseau Haqqani, c'était lui qui faisait la navette, le va-et-vient entre Al-Qaïda et les talibans. Al-Qaïda n'ayant jamais été inféodé au Pakistan, aux talibans. Mais bon, il y a des opérations communes. Et puis il a pris comme numéro 2 à parité, il a pris Yaqub, qui est le fils de Mullah Omar. Et là, il a fait un coup de maître. Tous nos historiens ou philosophes savent très bien. Georges Dumézil, par exemple, en parlait, mais également Georges Duby, que les sociétés indo-européennes, Dieu sait si les Afghans sont des Indo-Européens, fonctionnent sur 3 pieds, le goupillon, ou le bénitier, si vous voulez, l'épée et le sceptre. Il faut la légitimité, il faut le combat, et il faut le caractère religieux. Et peut-être tout à fait intuitivement, parce qu'il est de culture indo-européenne, Akhundzada a trouvé le triangle dans le cercle. Et alors, beaucoup de dissidents, donc ça commence à répondre à la question, beaucoup de dissidents
qui étaient partis à l'État islamique, mais un grand nombre, sont revenus vers lui. Même la famille d'Abdullah, ce qui n'est quand même pas rien, sont revenus vers lui. Et il y a les talibans historiques qui font les reconquêtes de terrain. Il y a les gens de Sirajuddin Haqqani, pour simplifier, qui travaillent beaucoup plus en réseau, qui fait plus du terrorisme urbain partout. Pas simplement dans son coin, hein, Wardak, Kaboul, partout. Le I ferait plutôt Jalalabad et Kaboul également. Et alors, les talibans prennent soin maintenant de se démarquer le plus possible de l'État islamique, qui sont vraiment des coupeurs de gorge. En disant, non, non, ils ont même accepté la trêve. C'était assez subtil la manière dont ils ont accepté la trêve pendant le Eid de la fin du Ramadan au mois de juin. Ils ont dit, on n'attaquera pas l'armée nationale afghane parce que ce sont des Afghans et les Afghans ont tous le droit de faire le Eid. Mais on peut attaquer les mécréants de l'État islamique ou les Américains ou les Français ou qui vous voulez. Donc la trêve, elle était... Voilà. Donc ils ont un grand souci de se faire pas trop mal voir par la population. Et il se passe au fond un petit peu ce qui s'est passé en 1994. En 1994, le pays est en pleine guerre civile. 92-94, pour le partage du pouvoir. Les talibans apparaissent à Kandahar au mois de janvier 1994. Mais la guerre civile, c'est terrible. Un paysan qui voulait aller vendre ses choux-fleurs à la ville était intercepté par 2, 3, 4, 8, 10 checkposts, donc il ne savait même pas quelle était la couleur politique. Et s'il arrivait au marché avec un chou-fleur et en slip, il était content, il n'était pas mort, quoi. C'était la vie était devenue impossible. Et donc les populations, en 94-96, à part le Nord, à part la résistance du Badarchan, du Panjshir, donc du commandant Massoud, ont préféré les talibans à la guerre civile. Quelque part, ils avaient apporté une forme de paix. Alors d'une paix qui nous choque dans nos valeurs, très traditionnelles, etc. On vous vole, on vous coupe la main, vous faites un clin d'œil à votre voisin, vous êtes une jolie femme, un clin d'œil au voisin, on vous lapide. Et, oui, mais 85% de la population était encore rurale à l'époque, et les talibans n'ont pas eu de mal. Et au fond, ils procèdent non seulement de la même façon, mais même l'Iran a suggéré aux Hazaras, qui sont chiites, de demander la protection des talibans contre les exactions de l'État islamique. Donc ils sont en train un petit peu d'essayer de se refaire une image, et là où ils sont, oui, bien sûr, ils lèvent l'impôt, ils remplacent l'État. Donc là, ça. Alors, quelle est leur puissance sur le terrain maintenant? Bon, d'une part, c'est grâce au regroupement des forces autour d'Arunzada qu'ils ont eu cette puissance de frappe en 2016, 17 et 18. Mais quand on dit qu'ils tiennent 61% du territoire, non. Non. J'ai des chiffres là qui sont assez intéressants. Je donne toujours la réponse des Afghans qui ont beaucoup d'humour. Les Afghans disent les talibans contrôlent 1/3 du pays le jour, 2/3 la nuit. Voilà. Et ça correspond à une forme de vérité parce que, selon mes calculs, mais que je recoupe avec d'autres, Longward Journal, avec bien sûr Unama, avec le Afghanistan Analyst Network, qui est excellent, en recoupant tout ça, plus ou moins 2%, en gros, 1/3 des territoires, des districts est entièrement sous le contrôle des talibans, qui lèvent l'impôt, qui s'occupent de tout, et ça se passe plutôt bien. 1/3 est ce qu'on appelle contested areas, c'est-à-dire un coup c'est les talibans qui s'en emparent, un coup l'armée nationale reprend. Voilà. Et alors ce qui est intéressant quand même, c'est comme les Américains n'ont pas gagné la guerre, mais ils ne voudraient pas donner l'impression d'avoir perdu. J'ai 2 cartes ici, je n'ai pas eu le temps de les mettre en PowerPoint, mais vous les devinez, c'est assez extraordinaire. La page de gauche indique quels sont les territoires sous le contrôle des talibans, plus les zones contested, et on arrivera à 44%, alors que pour simplifier, toutes les autres sources d'études et de recherches que le New York Times cite, et c'est récent, c'est du 8 septembre, il y a 4 jours, le New York Times montre la carte d'à côté et indique 61% des districts qui sont sous le contrôle ou contested. Mais contrôle et contested, ça veut tellement dire pas la même chose que je préfère dire 1/3 des territoires à peu près sous le contrôle des talibans et non pas 50-60% comme on l'entend souvent. 1/3 est contesté, un coup je te prends, un coup je te perds, voilà. Monsieur ? Alors justement, Macristal, lorsqu'il a quitté son commandement,
Qu'est-ce qu'il avait compris de tout ça, Qui Le général américain Oui, McChrystal, McChrystal. et les Américains en général, les décideurs politiques et militaires, qu'est-ce qu'ils avaient compris de la situation? Vous pourriez en dire quelque chose? Eh bien, je pense que les Américains, surtout McChrystal, en fait, ainsi d'ailleurs que le président Obama, ont changé l'approche américaine de ce qu'ils ont appelé, ils sont passés du contre-terrorisme à la contre-insurrection. Donc ils avaient déjà compris que le terrorisme, ce sont les bactéries qui se développent sur une plaie mal refermée qui est l'insurrection. C'était pas mauvaise idée. Mais le théoricien de la contre-insurrection, qui veut dire on va aider les gens à se développer, à ceci, à cela, à ce qu'ils ne soient plus en colère, quoi. Oui, mais pour aider les gens à ne plus être en colère, c'est les zones que je vous ai montrées. C'est pas seulement creuser un puits. C'est pas seulement ça. La théorie de la contre-insurrection a été inventée, mise au point par un officier français qui était en Indochine, un officier d'Indochine. J'ai plus son nom à l'esprit, mais ça peut me revenir. C'était donc un officier français qui a inventé le concept de contre-insurrection que la France a essayé de mettre en œuvre en Algérie. Et ça n'a pas fonctionné. En Algérie, je n'oublierai jamais ce film de Avoir 20 ans dans les Aurès. Comment il s'appelait déjà le cinéaste, je le connaissais bien. Comment Vautier. Non. Vautier. Oui. Vautier. Avoir 20 ans dans les Aurès, oui. Vautier. Donc, le système de la contre-insurrection qu'on a essayé de mettre en œuvre en Algérie, ça n'a pas fonctionné. Et curieusement, la contre-insurrection, telle que définie par cet officier français théoricien, est toujours enseignée à West Point comme étant le nec plus ultra pour gagner les guerres asymétriques. Donc ça, il avait compris, je crois. Mais est-ce que Trump sait qu'il y a quelque chose à West Point? Si on lui dit ouais, East Point, peut-être qu'il va se dire. East Point. Oui, voilà, on est dans l'inculture la plus absolue, quoi. C'est quand même terrible. Donc ça, il avait compris ça, mais ça conduit à pas mal d'erreurs qui étaient déjà engagées, comme ce qu'on appelait les PTR, Provincial Team of Reconstruction. Voilà, c'est-à-dire on mélangeait le militaire avec l'humanitaire. Les humanitaires s'en sont beaucoup mordus les doigts depuis. Le premier qui l'avait fait remarquer, c'était Ronnie Broman de MSF. Il faut surtout, quand on est humanitaire, ne jamais apparaître comme étant le fourrier de la puissance militaire. Donc la mise en œuvre de la contre-insurrection a été aussi l'occasion de beaucoup d'erreurs. Mais sur ces questions anthropologiques tribales, non, je ne crois pas. Maintenant, votre question me permet de faire un petit développement aussi intéressant, me semble-t-il, pour la compréhension de la situation d'aujourd'hui. Les talibans, même s'ils sont affiliés à Al-Qaïda et tout, mais les talibans en tant que tels ont d'abord un agenda national. Ce qui ne menace pas l'Asie centrale, ni la Chine, ni cette zone en bleu, ni la Tchétchénie. Or, dans les rangs de l'État islamique, il y a des Pashtuns, mais il y a aussi, bien sûr, des Tchétchènes, des Ouzbeks, des Ouïghours de Chine, le Xinjiang chinois, zone turcophone donc de la Chine, côté de Urumqi. Et donc, le clan, si je puis dire, Poutine et toute la zone Asie centrale Chine, craint beaucoup plus le développement de l'État islamique, comme étant des petites cellules très actives et rapides qui peuvent déstabiliser aussi bien Tashkent que Douchanbé, que faire des attentats à Moscou, que les talibans. En revanche, Trump, qui sait qu'il n'a pas gagné la guerre, mais qui ne voudrait pas montrer qu'il l'a perdue, dit « Hop, l'État islamique, c'est que dalle, le vrai ennemi, c'est le taliban. » Alors que les Russes disent « Non, non, nous, on négocie déjà avec les talibans. On négocie déjà. » Et celui qui le dit, c'est Zamir Kabulov. Son nom est trompeur, mais c'est un Russe, d'origine sans doute, qui est le représentant spécial de Poutine en Afghanistan. Zamir Kabulov, le premier à dire non, mais moi, en tant que diplomate, j'ai des relations avec les talibans tout le temps. Une espèce de normalisation. Alors, autour de ça, il y a une guerre des chiffres. Une guerre des chiffres entre les Américains, donc on parlait de McChrystal, donc j'en viens à Nicholson maintenant. Nicholson, ainsi que West Point, d'ailleurs, dans sa revue Combat Terrorism Center, janvier 2018, donc c'est très récent, les Américains disent « Oh, l'État islamique, ils sont entre 1000 et 1200 maximum. » En revanche, Kabulov, qui lui veut gonfler le danger, dit « Ah non, 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 ils sont au moins 12 000. » Voilà. Donc il y a une guerre des chiffres absolument incroyable. Alors, moi j'ai croisé, je faisais une note là-dessus il n'y a pas longtemps pour MSF qui s'inquiète des lieux où il est, qui voudrait savoir. Bon.
en croisant vraiment des sources un petit peu sérieuses, de l'ANA, de l'UNAMA, de Longward Journal, etc., je pense qu'ils sont de 3500 à 5000 maximum, à donner donc cette fourchette-là. Mais pour répondre quand même à votre question, l'époque d'Obama avait été une avancée d'intelligence, mais qui n'a pas été jusqu'au bout, qui s'est arrêtée à notre officier, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, français, qui a inventé le contre-terrorisme. On s'est engagé là-dedans et ça n'a pas donné de meilleurs résultats. Voilà, je vais faire en sorte que chacun ait la réponse. Donc, il s'appelle David Galloula. Galloula. C'est lui qui a inventé la théorie de la contre-insurrection. Je rappelle à chacun ici, si vous ne vous en souvenez pas, que dans la formation des officiers qui étaient envoyés en Irak à partir de 2003 par l'armée américaine, il y avait la projection obligatoire du film La bataille d'Alger. Parce que la bataille d'Alger était considérée comme l'exemple de la réussite, temporaire évidemment, d'une contre-insurrection organisée. Voilà. Je vous remercie tous infiniment.